Ouais, ce que je te disais en off, Pascal, c'est que quand tu voyages de plus en plus, bah, tu as l'impression d'être aux US. Donc, tu peux aller dans n'importe quelle ville au monde, tu vas trouver un McDo, tu vas trouver un Burger King, un Starbucks et autres. Et tu as l'impression que le patrimoine culturel est en train de s'écrouler. En tout cas, en Europe, c'est un peu triste, triste à voir. Écoute, ouais, c'est tristoun et il n'y a pas de miracle, hein. L'Europe, c'est une colonie des États-Unis. Puis Carrément. maintenant, on paye notre dîme. Donc, oui, effectivement, vive KFC. Ah, mais c'est vrai, et je lisais justement, je suis tombé sur un article par hasard ce matin qui disait qu'il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Montpellier, ce qui est OK. assez drôle. Et justement, elle interdit depuis des années, enfin depuis toujours, tout ce qui est grande chaîne, donc Walmart, McDo et tout. Et ça a l'air de bien marcher, quoi. Ah, bah, tu vois, la France a offert la statue de la liberté. Maintenant, ils vont faire un juste retour. Ah, mais c'est vrai que tu as un peu cette attitude ou cette atmosphère un peu morose, hein, j'ai vu ces dernières semaines et tout. Ah ouais, Parce que toi, tu peux en déduire aussi un petit peu de ce qui se passe. c'est sûr, hein. Moi, j'ai eu la chance là pendant ce break de Noël. D'ailleurs, on souhaite une belle et heureuse année 2025 à tous les auditeurs. Mais j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps en France et en Italie. Et effectivement, l'ambiance, c'est pas top. En fait, on sent bien que en termes de projets collectifs, on est plutôt à faire les fonds de tiroir qu'à avoir de grands plans pour la suite. Ça, je dirais, c'est le premier point. Et puis, si on regarde, on en avait parlé dans une émission précédente, mais si on regarde le statut de l'industrie automobile en Allemagne, et très certainement que la France va suivre derrière, c'est une véritable catastrophe, hein. Je veux dire, je lisais un article l'autre jour sur les licenciements chez les fournisseurs des grands constructeurs allemands. C'est vraiment une catastrophe. Donc, on va au-devant de jours qui sont assez difficiles, je pense. Euh, mais bon, on va attaquer cette année 2025 dans la joie, malgré tout. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, enfin depuis plusieurs dizaines d'années, on a l'impression que tous les produits, tout le mindset, toute la culture américaine nous est balancée. En fait, il y a une sorte de brainwashing. Et ça se passe aussi maintenant avec la Chine. Donc là, aujourd'hui, on va parler de TikTok. Mais j'ai l'impression que vu qu'on a raté un peu ce tournant, ce virage digital, eh ben, tout ce qui arrive de nouveau, tout ce qui arrive d'innovant ne vient pas d'Europe et ça pose un problème même au niveau culturel. Oui, et puis je pense que, alors ça c'est tout à fait vrai, à mon avis, les réseaux sociaux et TikTok, on va en parler plus en détail, mais les réseaux sociaux, c'est le pouvoir le plus important, c'est le soft power. Alors, bien sûr, avec on a une guerre en Europe, en Ukraine, donc on peut dire que voilà, il n'y a pas que le soft power, il y a aussi le hard, bien sûr. Mais le soft power, c'est quand même ce qui a permis aux Américains de faire croire à tous les Européens que c'était eux qui avaient gagné la guerre, alors qu'en fait, ce sont les Russes qui ont de loin le plus contribué. Donc, le soft power, c'est la capacité à raconter une histoire et à imposer son récit. Et ce rôle-là, il était joué par Los Angeles et l'industrie du cinéma qui a été forcée en Europe. Et moi, je suis un grand fan des films américains, donc j'ai pas de souci avec ça, mais il faut bien se rendre compte que quand on a la maîtrise en fait des outils artistiques et du storytelling, alors on peut vraiment imposer sa vue du monde. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est simplement la suite de cette domination dans l'espace cinématographique qui est évidemment en perte de vitesse, qui a été repris quelque temps avec les séries style Netflix, etc. Alors Canal Plus essaye de lutter, mais on n'est pas réellement de taille. Et je pense que maintenant, cette révolution digitale, elle s'accélère, elle s'amplifie, et puis elle se sédimente un peu par couche, hein. Il y a eu les premières, la- les processeurs Intel et consorts, il y a eu le cloud, tous les grands acteurs du software, et maintenant le capital, le soft power ou le capital social avec les réseaux sociaux. Et puis on voit bien qu'en fait en Europe, on est présent de manière, on va dire, industriellement significative dans aucune de ces couches. Donc, à la première de ces révolutions, c'était un peu dur. La deuxième, la troisième, maintenant on est à la quatrième, et ça devient réellement difficilement tenable.
Est-ce que tu penses que on a manqué un peu le virage aussi dans la réglementation? Parce que on voit souvent qu'en Europe, ben, on parle de réglementation, on est plutôt bon là-dedans à défaut d'innover. Et là, justement, pour tout ce qui est lavage de cerveau via les réseaux sociaux, Hein. ben, on n'arrive pas vraiment à réguler ça, quoi. Je pense qu'on a très peu de chances de le réguler pour deux raisons principales. En fait, la stratégie de l'Europe, c'était de réguler parce qu'en fait, on demeure le marché le plus intéressant et le plus grand. Donc, l'Europe, elle est encore riche, pas en termes de flux, mais en termes de stock. On a beaucoup de vieil argent, mais on a peu de nouveautés. Donc, on est en train de s'appauvrir par rapport au reste du monde, même si ça reste un des lieux les plus agréables à habiter sur la planète. Mais je dirais qu'on est en train de perdre en fait de notre leadership et technique et moral et digital à l'évidence. Donc on est un peu relégué dans cette course, ce qui probablement donne un sentiment un peu désagréable aux Européens. Mais la réalité, c'est que ce que l'Europe a essayé de faire, c'est de légiférer en mettant en avant son marché extrêmement juteux et important. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un croisement, c'est-à-dire que on met en place des réglementations qui sont pas toujours sottes, hein, qui sont souvent assez pertinentes. Le problème de la réglementation, c'est de savoir à quel moment il faut la sortir. Et en fait, la seule carte qu'on ait aujourd'hui en Europe, c'est la réglementation. Donc, on régule très vite, très fort, avec l'espoir que comme le marché européen est immense, tous les grands acteurs, surtout américains et aussi chinois, vont s'adapter. Et je pense qu'avec les années qui passent, en fait, la primauté du marché européen, elle va s'étioler et disparaître peu à peu, ce qui fait que l'intérêt de respecter les règles européennes devient de plus en plus faible. Alors que ça marche encore, on l'a vu avec les connecteurs USB-C, ça c'était une très bonne initiative de l'Europe, par exemple, je trouve que c'est bien. Ils ont essayé avec tous les auditeurs, à chaque fois qu'ils vont sur un site internet, ils doivent chaque fois accepter tous les cookies. À mon avis, ça c'est une grosse loupée parce qu'à la fin, on accepte tout le temps tous les cookies, on doit simplement cliquer à Mhm. chaque fois qu'on va sur un site, mais ça Exact. change rien. Personne, à ma connaissance, ne va lire ces conditions générales, mis à part peut-être quelques férus de ce genre de choses. Mais ça typiquement, les cookies, c'est une réglementation qui loupe un peu son objectif. On est quand même soumis aux mêmes règles et ça change rien. Et je pense que ce qui va se passer si on regarde la décennie à venir, c'est qu'en fait, on régule trop vite et trop fort en espérant utiliser la taille de notre marché, mais ça, c'est en train de, de s'effacer un peu. Alors, par quoi tu veux commencer pour parler de TikTok aujourd'hui? Parce qu'il y Alors, a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a Trump qui est en train de s'en mêler. Ils ont eu une amende en Amérique latine. Moi, j'ai découvert pas mal de choses, notamment autour des techniques d'hypnose et de manipulation qu'ils utilisent. Avec quoi t'aimerais démarrer? ben, peut-être on peut juste recontextualiser l'histoire. En fait, TikTok, c'est un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, hein. Ils ont à peu près 1 milliard d'utilisateurs actifs. Il reste quand même significativement plus petit que tous les acteurs américains, Facebook, Instagram et consorts. Mais ils ont le vent en poupe, donc ils grandissent parce qu'ils fournissent des petites vidéos. Alors moi, moi, je suis un gros fan de TikTok, hein. Je trouve ça vraiment super. Tu l'as? J'adore. Tu l'as? Bien sûr, ouais. Ok. Ouais, ouais. Non, non, honnêtement, moi, je trouve que TikTok, c'est une expérience, mais qui est absolument géniale. Alors, j'ai été briefé par les jeunes pour savoir comment utiliser, hein. Il faut un peu rentrer dans ce monde, mais moi, je recommande vraiment aux gens je trouve ça absolument super. Les jeunes disent, ils sont très conscients en fait du côté addictif de TikTok. Quand je leur pose la question, ils disent ah non non mais tu sais nous on désinstalle TikTok si on doit préparer des examens parce que quand tu as TikTok t'as plus de vie. Donc ils le savent Ok. très bien. Il me semble qu'ils savent se défendre un peu mieux que nous, qui sommes peut-être un peu moins frais puis un peu moins familier avec ça. Mais personnellement, moi, j'adore TikTok, j'ai pas de problème d'addiction, je regarde ça de temps en temps, mais je passe vraiment un bon moment et ça me propose un contenu qui est tout à fait en lien avec ce que moi j'attends et mes goûts. Donc, je trouve vraiment fantastique et je pense que cette espèce de danger de TikTok, il a été monté en sauce, quoi. Ça m'a pas l'air d'être plus dangereux qu'un Facebook, Instagram et les autres.
Simplement, il n'est pas américain. C'est ça, tu penses? C'est pour ça qu'il y Ouais. a autant d'acharnement sur. Donc, s'il n'est pas américain, il est chinois. Le fondateur, il est. Enfin, des fondateurs, le CEO, je crois qu'il est de Hong Kong, il me semble. Et il y a un gros ban qui est en train de se préparer justement aux États-Unis. Il y a Trump qui est en train d'essayer de les sauver ou les enfoncer. Ou comment tu interprètes ou tu décryptes ce qui est en train de se passer? Parce que c'est un sujet super chaud. Hein. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a évidemment des questions. Alors d'abord, Facebook et tous les autres réseaux sociaux sont évidemment main dans la main avec l'administration américaine et l'État profond, parce que c'est une source de renseignements qui est absolument fantasmagorique, dont la Stasi n'aurait jamais osé rêver, hein, l'ancienne police secrète de l'Allemagne de l'Est. Donc, c'est évidemment un média sur lequel l'État a la main. Et je pense que ça les dérange, premièrement parce que TikTok, c'est pas en main américaine. Donc, ça peut poser un problème de sécurité du point de vue des Américains. Ça ne veut pas dire que ça pose un problème de sécurité qui est pire. C'est juste que ça n'est pas dans leurs mains, puis ça les chatouille. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand tu as une domination en fait dans un secteur et puis qu'il y a un acteur nouveau venu d'ailleurs, le fait qu'il soit chinois, à mon avis, c'est l'excuse qu'on donne. Mais il serait suédois ou nigérian, en fait, il se passerait la même chose. Et je pense que c'est simplement une manière de remettre la main sur un concurrent qui est gênant et que s'il revient en main américaine, ben on pourra dire que tous les grands acteurs des réseaux sociaux sont américains. Et ça, à mon avis, c'est ce que je disais en introduction, c'est une manière d'avoir la main sur le soft power, sur le storytelling, sur ce qui vient après l'industrie du cinéma. D'accord? Et si tu contrôles en fait tous ces réseaux sociaux, les algorithmes qui en découlent, le contenu qui doit être banni ou pas banni, tu peux contrôler le narratif de manière beaucoup plus facile et que X, ils essayent le réseau social d'Elon Musk, mais qui est significativement plus petit, ils essayent de laisser une plus grande liberté. C'est aussi ce que fait TikTok. Et je pense que c'est pas tout à fait étranger au fait qu'ils aient des problèmes. Voilà, moi je vois, il faut voir ça en fait comme du business. Ils ont pas les bons propriétaires, donc ça change de main. Ok, mais qu'est-ce que tu penses justement? Pourquoi Trump il s'en mêle? Pourquoi ça va jusqu'à Trump pour juste un réseau social? Bah, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est un sujet extrêmement populaire. Il y a des tas de gens qui adorent utiliser TikTok et puis qu'il faut se mêler des sujets qui sont présents dans la tête des gens. Il y a certainement d'autres sujets un tout petit peu plus épineux et brûlants pour l'Occident, les États-Unis et Trump. Hein. Il a probablement d'autres dossiers sur la table. Mais c'est une manière d'occuper le terrain médiatiquement et de parler. Je pense qu'à la fin, TikTok sera pas banni aux États-Unis. Ça représente trop d'argent. C'est proche de 100 milliards. C'est sûr et certain que, à mon avis, il y a trop d'intérêts financiers en jeu pour que ce soit arrêté, éteint ou qu'on puisse plus l'utiliser. Donc, j'y crois pas une seconde. Je pense que ils vont menacer, faire des rotomontades, expliquer qu'il faut pas. Et pour Trump, c'est une manière de se positionner pour dire qu'il va faire le bon deal pour les intérêts américains. Donc, plutôt que parce que si tu bannis TikTok des États-Unis et mettons d'Europe, d'accord, tu as plus la main dessus, puis ça veut dire que le narratif, en fait, il va t'échapper. Ouais, surtout que tu peux l'utiliser avec potentiellement un VPN aussi. Alors tu peux, mais ça reste assez marginal. Mais ça veut surtout dire qu'en fait, il y a un réseau social qui va être privé d'une bonne partie de ses utilisateurs aux États-Unis, mais que par contre, en tant qu'État, tu as plus la main sur le narratif. C'est pas pour rien que Hollywood était à Los Angeles. Ça permet d'avoir la main sur les scénarios ou pour le moins de les orienter un petit peu. Donc c'est toute l'histoire du soft power, en fait. C'est qui raconte l'histoire de ce qui est important, des sujets qui comptent, de comment est-ce qu'il faut regarder cette histoire. Et ça, c'est un immense thème à l'ère du digital. Et je pense qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que TikTok sera en main américaine et puis que tout d'un coup, ce sera OK. L'autre chose qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Trump, il est entouré de toute une série d'entrepreneurs de la tech qui ont évidemment des intérêts bien sentis dans l'économie digitale et que si tu peux Je pense utiliser notamment à Musk.
Ouais, entre autres, mais pas seulement. Aussi Zuckerberg, aussi Horowitz, il y en a toute une série. C'est la mafia de PayPal et tous les gens qui sont autour. Moi, je pense qu'ils vont simplement vouloir mettre la main sur les informations que détient TikTok et puis mettre la main sur l'algorithme pour contrôler avec un petit peu plus de finesse quelle est l'histoire qui est racontée. Puis à la fin, c'est quand même un business à, allez, mettons 100 milliards pour faire simple. Bon, c'est c'est quand même respectable et je pense pas en fait qu'un business qui vaut autant sera simplement éteint comme ça aux États-Unis. J'y crois pas beaucoup. Les intérêts en jeu sont trop grands. Il y a certainement des investisseurs qui sont pas uniquement chinois. Donc, ils vont faire en sorte, en fait, que de négocier un deal. C'est ce que Trump aime faire. Hein. Il a écrit ce livre, The Art of the Deal. Donc, Ouais. il va entrer en fonction et puis il y aura une solution qui sera trouvée. Parce qu'en fait, pour redonner un peu de contexte et donner les infos exactes, donc c'est Trump qui a demandé à la Cour suprême de reporter l'application d'une loi sur ByteDance, donc la société mère chinoise de TikTok, qui doit vendre ses opérations américaines avant le 19 janvier 2025, sous peine d'interdiction de l'application aux États-Unis. Ouais. Et donc, le département de justice insiste justement sur l'application de la loi et apparemment, ils ne vont pas écouter Trump. Donc, la Cour suprême, ils disent qu'elle va examiner cette affaire le 10 janvier. Donc, c'est On super verra frais, bien. c'est super. Il y aura Bressot, il y aura des atermoiements. C'est une négociation qui commence, en fait. Ok. Donc, toi, tu vois pas ça comme. Enfin, après, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a énormément d'argent et surtout que tu as beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs qui vivent de ça. Donc, si tu fermes cette économie, ça peut devenir compliqué aussi. Ouais. Quand tu as l'occasion de mettre la main sur un business qui vaut presque 100 milliards, en fait, tu le fais. C'est bonheur. C'est un peu le Far West. Ben oui. Les Américains, c'est souvent des cow-boys. Ils raisonnent comme ça. Et puis, ce que je trouve assez étonnant, c'est quand on voit en fait la taille des différents réseaux sociaux, on constate deux choses. À part TikTok, ils sont tous américains, d'accord. Ouais. Et celui qui est le plus en croissance, c'est TikTok. Et puis, comme par hasard, ils ont des problèmes. Alors, ils sont diabolisés parce qu'on dit, et ça, c'est vrai qu'il faut rester prudent par rapport aux messages qui sont passés sur les réseaux sociaux. Je lisais ce matin un article que tu m'as partagé où il y a des ados qui font des challenges. Euh, ils mettent leur santé en danger, ils prennent des médicaments, enfin bref, des absurdités terribles. Donc je veux dire, les jeunes, on ne croit rien il faut éduquer les gens, on ne croit rien de ce qu'il y a sur TikTok, il ne faut pas se mettre en danger, c'est évident. Mais je serais très curieux de savoir pourquoi, en fait, tout d'un coup, on parle de la dangerosité de TikTok et puis pas du tout de la dangerosité d'Instagram, de Facebook ou des autres. C'est Exact. étonnant. Alors, bien sûr, c'est ce que la Cour en Argentine a dit. Ils ont dit non, on fait un ban de TikTok parce qu'en fait, ils n'ont pas fait preuve d'assez d'efforts pour bannir ces contenus dangereux. Ouais, le timing m'a l'air très à propos. C'est une heureuse coïncidence, on va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'ils leur mettent simplement la pression parce que quand tu as une société aussi puissante, parce qu'elle n'est pas uniquement valable en termes de dollars, c'est clair, hein, 100 milliards, c'est beaucoup, mais c'est aussi le pouvoir d'influence que ça te donne, n'est-ce pas? J'entendais l'autre jour un commentateur qui disait qu'il écoutait souvent Al Jazeera parce que il y a un point de vue qui est différent, ce que je trouve tout à fait raisonnable. Eh ben, c'est exactement la même chose en fait. Quand tu as un média qui est tenu par des mains différentes, en fait, le point de vue il pourra être différent. D'accord? Donc, dans cette guerre informationnelle, et c'est ça le soft power, euh, moi je trouve qu'en tant que citoyen, c'est très intéressant d'avoir différents points de vue. On est intelligent, on arrive à faire preuve de discernement et on a un esprit critique, donc on peut simplement choisir et réfléchir en fonction des informations qui nous sont amenées. Mais bien entendu que si tu as dominé le XXe siècle en partie, pas uniquement, mais en partie aussi grâce au soft power du cinéma, tu as tout intérêt à préparer la suite. Et la suite, c'est les réseaux sociaux, l'IA, etc., pour pouvoir en fait contrôler avec un tout petit peu de finesse le narratif qui est proposé. Tu sais, ça me fait penser à une citation de François Mitterrand qui disait La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment.
Mhm. C'est assez fort, hein. Et puis, j'imagine, enfin, comme il Ben, était. alors, je pense qu'il faut contextualiser quand même cette citation. Cette citation, en fait, les États, ils ont ni amis ni ennemis, ils ont que des intérêts. En fait, ils se compromettent à journée faite pour en fait éviter le pire et faire en sorte que les citoyens qui sont censés protéger bénéficient de la situation. Donc voilà, les États-Unis, moi, à choisir, j'irais plutôt aux États-Unis qu'en Chine, par exemple. Ok, Je préfère ce morceau-là du monde. Mais maintenant, nous, on fait partie en fait de cette, on va appeler ça sphère d'influence américaine en Europe, c'est absolument clair. Et bien entendu que moi, je dirais, on paye notre dîme en fait. On l'a vu avec de nombreuses amendes qui ont été données à des sociétés, notamment BNP Paribas. Ils se sont pris 9 une amende milliards. gigantesque, ouais, tout d'un coup comme ça. C'est un peu comme quand on parle de TikTok, puis qu'on dit que TikTok est dangereux, mais on oublie de dire que les autres aussi. Et tout d'un coup, BNP Paribas, alors moi je connais pas le dossier en détail, je veux pas m'exprimer là-dessus. Et puis, mais quand même, ça sonne un tout petit peu comme un impôt qu'on aurait payé au Saint-Empire romain germanique. Tu vois, tout d'un coup, t'es en Gaule, et puis tout d'un coup, t'as les Romains qui débarquent, et puis ils disent, ah, par ici. Ici la monnaie. Donc, je pense que oui, Mitterrand, en tant que président français, c'est tout à fait compréhensible. Il a aussi dit qu'il serait le dernier président français parce qu'il était le dernier à pouvoir battre monnaie. Hein. Ouais. Donc, il a vu ce mouvement historique qu'il n'a pas d'ailleurs tellement réussi à contrer. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille voir les États-Unis comme un ennemi mortel au sens où dans le monde interconnecté dans lequel on vit, il faut quand même pouvoir avoir des relations avec toute une série de zones géographiques, je dirais. Donc, à mon avis, l'intérêt de l'Europe, c'est beaucoup plus de s'appuyer sur les États-Unis et de faire alliance d'une certaine manière que d'essayer de les voir comme une espèce de grands frères délétères auxquels il faudrait s'opposer. Déjà, je ne vois pas comment on le ferait pratiquement pour s'opposer, ça m'a l'air bien difficile. Et puis, il faut aussi voir qu'ils ont des bons côtés, les Américains. Hein. C'est encore une fois, moi, je trouve que c'est un pays absolument extraordinaire, mais ils sont pas à tendre non plus. Et puis, en matière de business, ils savent y faire. Mais c'est ça en fait qui est paradoxal parce que en même temps on va dire que c'est nos alliés et puis en même temps bah on utilise tous leurs outils, leurs Hein. applications et tout. Mais comme tu dis, ils sont pas tendres et puis dans l'aspect business, ils sont en train de réduire ou tuer à petit feu l'Europe. On parlait de l'automobile, on parlait d'autres industries. Et on est aussi responsable parce qu'on n'innove pas assez, certes, mais comme tu dis, il y a pas de, ils sont pas tendres, quoi. Ils vont pas avec le dos de la cuillère. Non, ils y vont pas le dos de la cuillère. Et puis, bah, je les comprends. Hein. Si tu veux, si j'étais à leur place, je pense que je ferais pareil. Il y a pas tellement de miracles. En fait, un État, il essaye de faire en sorte de, 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 de protéger sa sphère d'influence, puis d'être aussi prolixe et profitable que possible, et c'est ce qu'ils font. Maintenant, je pense que ce qu'on pourrait reprocher ou conseiller peut-être aux Européens, c'est de se réveiller, et puis deux, de ne pas geindre. Geindre, ça, se plaindre. En fait, Calimero, Ouais. Calimero, en fait, il gagne jamais. Donc, en fait, il faut se déplacer, il faut voyager, il faut aller aux États-Unis, il faut entreprendre, il faut essayer de prendre ce qu'ils ont de bon, et il faut remettre un coup de pied à molette pour innover à nouveau. Le fait est que l'Europe, c'est encore une fois, pas en flux, mais en stock, c'est le continent le plus riche du monde, mais si on veut que ça reste, ça demeure, il va falloir se réveiller un peu. Et ça, c'est à portée de main parce qu'on a quand même dans les toutes meilleures universités au monde, on a plein de chercheurs qui sont extraordinaires, on arrive à appliquer the rule of law, comme ils disent, donc ce sont des zones géographiques stables, il y a énormément de bonnes choses en Europe et ça reste un des endroits du monde les plus agréables à habiter. Il n'y a pas la rudesse qu'on peut connaître aux États-Unis, mais je pense qu'il ne faut pas du tout être contre les États-Unis. Il faut être simplement conscient en fait des enjeux euh, qui sont à l'œuvre, de la dynamique de puissance qui est à l'œuvre. Et il faut surtout pas être naïf, mais ça ne veut pas dire faire la guerre. Et ne pas être naïf, ça ne veut pas dire euh, ne pas s'appuyer sur les bons côtés qu'ils ont.
Donc, ça serait plus vraiment avoir une relation amicale ou alliée, puis quand même soutenir et puis faire un peu, je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais protectionnisme, quoi. En tout cas, protéger ses intérêts, quoi. Alors oui, et puis moi je dirais une vision qui est réaliste, c'est-à-dire elle doit être ancrée dans le réel. C'est Trump, c'est pas l'ami des Européens. En fait, Ah non, lui, je pense pas du tout. Ouais, non, ça va être c'est chaud. sûr, mais Biden non plus, hein, je pense pas plus. C'est un président américain. Et donc, en fait, il défend les intérêts des États-Unis. Alors après, on peut discuter de quels sont les intérêts américains, ça, voilà, mais je pense que tous les deux, avec un point de vue un peu différent, ils tentent de défendre l'intérêt de l'Amérique du Nord, avec le Mexique et le Canada, qui sont un peu leur zone d'influence directe. Mais euh, sincèrement, je pense que déjà, de ne pas voir la réalité. Par exemple, quand on dit on veut une immense souveraineté numérique en Europe, good luck with that. Je sais pas quel est le plan, mais bonne chance. On va se mettre à faire des processeurs, des ordinateurs nous-mêmes, un système d'exploitation. Enfin bref, ça m'a l'air C'est d'être mort. complètement irréaliste. Et en fait, lutter ou utiliser les forces de l'adversaire ou essayer de se positionner, ça veut dire déjà avoir une lecture qui soit aussi proche du réel que possible. Et je pense que s'échapper dans des espèces de délires, genre oui, nous allons, à la Napoléon, nous allons être souverains numériquement. C'est super, c'est une phrase, mais ça va pas nous amener très loin. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de se réveiller en termes d'innovation, de création de valeur et d'appétence pour le risque. On en parlait avant, en fait, que le fait que l'Europe régule de manière préemptive, rapide, sévère et prétendument éclairée, c'est aussi, à mon avis, un signe qu'on compte sur le droit et la taille de notre marché plutôt que sur notre capacité à nous adapter. J'aime bien ce que tu dis et ça me fait penser un peu, enfin, on a cette approche top-down où le gouvernement, bah, on peut leur donner des suggestions, puis après, à la fin, on n'a pas forcément de poids, mais après, pour l'approche bottom-up, c'est vraiment de se réveiller puis de se dire que, OK, c'est la Champions League, et puis il faut accepter que maintenant, quand tu lances un business, bah, si tu as un magasin de chaussures, c'est plus ton concurrent, c'est plus le magasin du coin de la rue, mais c'est Zalando, c'est Amazon, c'est machin. Et que si tu comprends bien les règles du jeu, tu peux essayer de faire quelque chose, mais aucunement te lamenter et puis penser que ça va venir de Lagarde ou Mario Draghi et consorts. Oui, alors je pense absolument le salut, il va nécessairement venir d'industriels, d'entrepreneurs, de gens qui ont des idées, qui essaient. Il faut simplement se rendre compte que même si ça n'est que partiel, en fait, on a toujours son destin entre ses mains. Demain, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Donc, en fait, il faut essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et puis de tenter quelque chose. En fait, c'est peut-être aussi ça une des limitations en Europe, c'est qu'en fait, on a un rapport à l'échec qui est traumatique. Ce qui compte, c'est pas forcément d'essayer, mais c'est que de réussir. Et en fait, aux États-Unis, la vision est complètement différente. Alors ça, je pense pas on arrivera à le changer. Aux États-Unis, les gens essaient, ils disent oh mais il a déjà essayé 3 fois, c'est bien, il a appris, maintenant ses chances de réussir augmentent. En Europe, c'est pas comme ça. Mais ça, ce sera très difficile à changer. Mais par contre, si la population, si les masses, si les gens qui nous écoutent, si les gens se réveillent et puis qui se disent bon ben moi, à ma modeste échelle, je vais essayer quelque chose, je vais tenter quelque chose, en partant d'un constat initial réaliste et puis pas d'un délire complet et absolu de souveraineté numérique totale et complètement fake. Ça, c'est un programme politique pas cher et il se passera rien. Donc, en Ouais, fait, le salut ne viendra pas d'en haut. Ça, j'en suis persuadé. Mais d'ailleurs, si on regarde le patron de l'IA chez Facebook, c'est un Français, mais il vit à New York. Il y a plein de Français brillantissimes, en fait, qui sont partis aux États-Unis. Peut-être c'est une manière de regagner en influence. C'est simplement de profiter de ce terrain de jeu américain qui est peut-être un petit peu plus favorable. Pour développer les affaires, aussi pour comprendre en fait ce qui se passe réellement dans le numérique. C'est souvent
plus pertinent en fait de discuter avec des entrepreneurs américains qu'avec des Européens, et parce qu'on n'échappe pas à son environnement en fait. J'aimerais discuter un petit peu justement des effets négatifs. Donc là, il y a une news qui est tombée il y a quelques jours en arrière. Il y a le Venezuela qui a mis une amende de 10 millions à TikTok parce que tu as 3 jeunes qui sont morts suite à un challenge qui incitait les jeunes à prendre des médicaments. Et tu en as 200 qui ont été empoisonnés. Donc la première chose, les 10 millions, ça représente 5 heures. En 5 heures, TikTok génère 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une amende qui veut, enfin, qui veut rien, enfin, qui veut rien dire. Et justement, cet aspect de manipulation, justement, cet aspect de rendre accro, d'addiction. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Enfin, déjà revenir sur les pauvres Alors, Vénézuéliens qui. bon, alors on peut pas non plus, si on veut, si quelqu'un vous dit quelque chose, que ce soit un monsieur avec un grand manteau dans la rue, votre voisine ou TikTok, il faut toujours se poser la question de savoir si c'est raisonnable ou pas. Je pense que la clé de tout, c'est de développer un esprit critique, de pas tout prendre pour argent comptant, de rester raisonnable. Les parents aussi, s'il s'agit de jeunes, je sais pas quel âge ils avaient, ces adolescents, mais les parents, ils ont aussi un rôle à jouer dans le fait de simplement dire aux jeunes, ben voilà, c'est TikTok, méfiez-vous. C'est pas une recommandation qui est raisonnable. Donc d'avoir un dialogue là-dessus pour pas se laisser avoir. Mais ça, c'est aussi vieux que l'humanité. Enfin, j'entends, c'est pas TikTok, ça amplifie cette chose, mais on peut pas non plus essayer de faire une croisade contre la bêtise. Euh, Tu vois, Mais, c'est peine perdue. mais c'est là où c'est un peu plus compliqué que ça parce que justement, enfin, les techniques de manipulation qu'ils utilisent, il y a même j'ai découvert ça récemment. D'un expert qui parlait, un expert en lavage de cerveau qui disait qu'ils utilisent des techniques d'hypnose qui s'appellent le fractionnement, où ils te font passer des états d'intense focus et après ils te font redescendre et tout. Et justement, ça te augmente ta suggestibilité et que tu peux faire plus d'achats en ligne, tu vas plus être enclin à écouter ce qu'on te dit. Et c'est là que c'est plus compliqué à gérer que juste quelqu'un qui te parle dans la rue parce qu'en fait, tu es en transe. Tu vois, tu es sous hypnose, tu es Ouais, en transe. ouais. C'est peut-être un petit peu plus sophistiqué qu'avant. C'est d'ailleurs ce qui fait que TikTok, je trouve, si on le considère, c'est un peu comme les desserts, si tu veux. Les glaces, je trouve ça très agréable. Ça veut pas dire qu'il faut en manger du lever au coucher. En fait, en tout, il faut de la raison, il faut garder son libre arbitre, il faut être attentif à son ressenti. Est-ce que quand je fais ça, c'est agréable pour moi ou pas? Moi, je te dis, les discussions que j'ai eues avec les jeunes à ce sujet, ils sont extrêmement conscients du côté addictif, ils s'en méfient. Et c'est ça qu'il faut leur apprendre. Il faut leur faire confiance, puis essayer de les aider à développer les outils cognitifs et autres qui leur permettent de jeter un regard critique et posé par rapport à ce qu'on fait. Maintenant, juste pour rappel, hein, le marketing, c'est pas quelque chose de nouveau. Je rappelle que Coca-Cola, leur influenceur, c'est le Père Noël. Alors, en matière de manipulation, ça m'a l'air d'être pas mal. Non, mais c'est absolument génial d'avoir choisi le Père Noël comme emblème. D'accord? C'est un influenceur, en fait. Ils se le sont appropriés. Père Noël, Noël, la famille, on s'aime tous. Prenez un Coca. Et ça fonctionne. Je veux dire, et si on regarde en fait l'épidémie monstrueuse d'obésité morbide qui commence à toucher l'Europe et qui a lieu aux États-Unis, c'est évident qu'en fait les sodas et les boissons sucrées, elles jouent un rôle majeur dans cette affaire. Donc oui, c'est vrai en fait, TikTok, ils ont un marketing plus sophistiqué, mais je crois pas que le vieux marketing, il soit si peu sophistiqué que ce que les gens pensent. C'est simplement qu'on a intégré ça dans nos vies. Mais à l'évidence, le marketing des boissons sucrées, il a une immense influence. Si maintenant on imagine que on interdisait toute publicité pour Coca-Cola, Pepsi et tous les autres, tu pouvais vendre ça que dans des canettes toutes grises, avec une grosse information comme on met sur les paquets de cigarettes. Attention, le sucre peut vous tuer, l'obésité morbide, c'est vraiment dangereux, pas plus que, je sais pas, 2 par semaine, je sais pas du tout quelle serait la recommandation.
Comme on fait aussi avec l'alcool, par exemple, où on dit, ben, attention, vous pouvez en consommer, mais il faut être un peu modéré. En fait, ça vient à l'idée de personne, en fait, d'interdire la pub pour Coca, alors que en termes d'impact sur la société, je pense que c'est pas négligeable, hein. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Surtout que tu vas les retrouver sur les réseaux sociaux, hein. Bien Coca, sûr. ils font de la pub sur Insta, sur. Mais si tu veux, les réseaux sociaux, c'est la suite. Si tu regardes, par exemple, on parlait avant du soft power américain avec les films, hein, où en fait tu as des placements de produits, parce que tout d'un coup, tu as une BMW dans un James Bond. Je ne sais pas si les spectateurs, vous pouvez les regarder, mais James Bond, historiquement, il avait des voitures anglaises, c'est un agent secret anglais. Il avait des Aston Martin, très belle bagnole, rien à dire, superbe. Et puis un jour, dans les James Bond, tout d'un coup, il utilisait aussi des BMW. Il y a notamment un James Bond où ils ont lancé la BMW Z8, qui est un magnifique roadster moteur 8 cylindres absolument sublime, automobile sublime. Donc bref, BMW a payé pour être dans un film, parce que comme ça, on influence les consciences, ça rentre tout au fond, c'est le coup du Père Noël. Donc voilà, c'est vieux comme le monde, c'est ça que j'essaie de dire, et que simplement TikTok, Facebook, Instagram, parce qu'il faudrait les mentionner tous, c'est simplement la suite de cette histoire-là. Mais le fait d'essayer d'influencer les gens, c'est pas nouveau. Les techniques deviennent plus subtiles et se raffinent. Mais c'est pas sur le fond, en fait, ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si maintenant tu devais donner un conseil à un jeune qui aurait tendance à boire trop de coca? Bah, tu vas avoir un dialogue avec lui, tu vas dire, écoute, fais un peu gaffe, ça peut générer tel type de problème, etc. Il n'y a pas du tout besoin d'interdire le coca, c'est très bon, moi j'adore ça. Mais il faut avoir un point de vue. C'est comme l'information qu'on te donne par rapport à prenez des médicaments, il faut apprendre aux gens à se défendre, en fait, à avoir de la même manière qu'on devrait conseiller aux gens de manger ceci et cela, d'avoir un régime alimentaire équilibré qui convienne à leur âge et à leur situation, ben, il faut avoir un régime intellectuel ou informationnel qui soit sain. Alors, si quelqu'un passe sa vie à regarder des challenges à la con sur TikTok et à prendre des médicaments parce que TikTok lui a dit, alors là, il y a un problème. Il faut se reprendre en main tout à fait sérieusement. Il y a un nombre incommensurable de bêtises sur TikTok et sur Facebook et sur Instagram, mais il y a aussi des choses intéressantes. Il y a pas que des messages qui sont dangereux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, le seul truc, c'est que nous, on est un petit peu un public averti, mais après, quand peut-être tu as 10, 12 ans et tout, et tu vas sur cette plateforme, tu n'as aucune idée de comment on manipule ton Ouais. cerveau. Et puis, Ouais, mais il faut pas ce les qui est un laisser. C'est-à-dire peu que tricky, voilà, c'est la voilà. responsabilité des parents. Oui, je pense, et puis aussi peut-être de l'école et des adultes en général, mais en fait, on laisse pas un enfant de 12 ans commander une bière dans un restaurant. Ça viendrait à l'idée de personne, tu vois, un jeune garçon de 11 12 ans qui vient puis qui dit ouais, une canette de bière, allez une deuxième, tournez pour moi. Bah, les gens diraient non, attends, t'es trop petit, tu peux pas. La loi d'ailleurs l'interdit, mais même si le barman était un petit peu trop souple, les gens diraient mais attendez, c'est parce qu'on a intégré en fait euh, on a intégré une manière de gérer ce produit qui est sympa, mais qui doit être dont il faut aussi se méfier. Je redis, on le fait pas avec les boissons sucrées, hein. Personne pense qu'en fait, il faudrait pas qu'il y ait des distributeurs de coca dans les écoles ou etc. C'est complètement OK. Enfin, il y a des initiatives, mais grosso modo, le coca, c'est complètement OK. Et Pourquoi on le ça fait pose pas alors? Pourquoi ça existe pas? Enfin, ça existe pas. Il y a moins de campagnes ou il y a moins d'acharnement. Ben parce que en fait les sujets sont, tu sais, les grands industriels, ils ont beaucoup de pouvoir, hein. C'est quand même pas, ils sont en général assez proches. Je sais plus quel est le nombre de lobbyistes qu'il y a à Bruxelles, mais c'est Pour Coca, ouais, c'est clair. c'est important, hein. Donc tu vois, il y a certaines fois certains sujets qui sont extrêmement réglementés, très vite, personne se pose de questions. Et puis il y a d'autres sujets en fait où les dangers en fait sont clairement démontrés. Il n'y a pas besoin de faire des études incroyables. Et puis en fait, il se passe rien. C'est probablement que ça intéresse pas trop les gens.
Et puis, on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais je pense simplement que c'est des enjeux financiers qui sont monumentaux et c'est pas toujours facile de s'attaquer à ça. Tu sais, moi, ça me fait penser au départ, à l'époque, quand Facebook venait d'arriver en Europe, en Suisse. Hein. Moi, je l'avais installé et tout. Puis, bon, c'est vrai qu'ils étaient très forts au niveau des notifications. Enfin, c'était tout nouveau, hein. On venait de découvrir Mhm. les réseaux sociaux. Et puis, je me souviens que des fois, ça me réveillait la nuit, tu sais, pour aller regarder mes notifications et tout. Puis, du coup, genre une année et demie après, je l'ai désinstallé. Donc, je l'ai plus depuis, je crois, 2011. Tellement Mhm. je me disais, attends, mais c'est n'importe quoi. Le truc, mon cerveau me réveille la nuit pour aller consulter mon téléphone, genre à Ouais. 2 heures du mat et tout. C'est assez flippant. Mais t'as su t'adapter. Si tu veux, une vie heureuse, c'est pas une vie qui est emplie de peur et d'interdits. Il faut se faire confiance, puis aussi faire confiance à son compas interne. Je crois que le seul truc qui marche, c'est de se dire, bon, bah, tiens, j'essaye quelque chose. Est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que je suis bien quand je fais ça ou je suis pas bien? Est-ce que c'est trop, pas assez? Est-ce que c'est une question de quantité, de moment, etc., etc. Donc, en fait, c'est valable à peu près pour tout. Si on prend un autre exemple d'un canal que moi j'aime beaucoup, qui est YouTube, je trouve que c'est absolument génial. Tu as les cours de toutes les plus grandes universités. Il y a des gens extrêmement intéressants qui s'expriment. Et tu as aussi certainement, mais le, 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 le pire du pire, n'est-ce pas? Donc, il faut, maintenant qu'on a accès à toutes les informations, ce qui, à mon avis, est quand même une très bonne nouvelle, de manière simple et facile, eh bien, il est temps de développer un réflexe d'alimentation informationnelle. On pourrait appeler ça comme ça. Et en fait, quand tu es dans un truc, mettons que ce Facebook, tu en as une expérience qui était proche du fast-food, tu t'es dit c'est pas intéressant, j'ai pas d'informations intéressantes, etc. Alors, tu as pris une mesure assez extrême, tu as dit bon, bah, maintenant je coupe tout, je désinstalle. C'est complètement salutaire et ça t'a très Ça bien m'a convenu. sauvé. Ouais, ça t'a sauvé. Mais si tu veux, en fait, on peut aussi, c'est une manière de le faire. Et moi, je pense que tu as eu complètement raison. Moi, personnellement, je n'utilise pas Facebook non plus. Je trouve pas d'intérêt, mais euh, Il y a le, beaucoup de gens le- qui sont comme nous, hein, qui utilisent plus. J'entends vraiment Facebook, ils ont du plomb dans l'aile, enfin les pauvres. moi, j'ai jamais trop compris. Je dois bien avouer. Mais c'est moi. Enfin, il y a des milliards de gens qui l'utilisent Ouais, je crois avec qu'il y a 2 ou plaisir. 3 milliards. Ouais. Ouais. Donc, j'imagine que c'est plutôt moi qui ai loupé quelque chose, mais j'y vois pas un intérêt énorme. Peut-être aussi c'est une question de business parce que je peux m'imaginer que si tu es, je sais pas, si tu fais un club de rencontres autour des jeux puzzle ou je sais pas quoi, ben tu vas pouvoir agréger une communauté autour d'un thème hyper niche. Tu vois, les puzzles de chiens husky, ça doit pas représenter une communauté gigantesque. Ben, peut-être que dans ce contexte-là, en fait, Facebook c'est génial et puis tu peux partager une passion avec des tas de gens qui sont partout dans le monde. Il y a aussi le fait que parfois maintenant, les familles, elles vivent dans des endroits très différents et très éloignés. Ça leur permet simplement de suivre la vie des gens. Donc, il peut y avoir des tas de jolies applications, mais ce qui est essentiel, il faut pas voir le mal partout. Les choses, elles ont toujours un bon côté et un moins bon côté. Ça dépend beaucoup de la manière dont on les utilise. Par contre, pour revenir à ce que tu disais sur TikTok et ce truc tout à fait choquant de jeunes qui mettent leur vie en danger ou qui même la perdent parce qu'ils suivent des conseils peu avisés, euh, il faut simplement que la communauté, que les parents, que les jeunes aussi, qui sont pas du tout stupides et qui ont, à mon avis, beaucoup plus d'outils que nous, ils sont beaucoup plus frais de ce point de vue-là, mais il faut simplement engager un dialogue pour discuter avec eux. Il faut pas, à mon avis, pour les enfants jusqu'à un âge assez avancé, je trouve que c'est sain de ne pas les laisser avoir des téléphones ou des écrans seuls dans leur chambre. Ça met en place une espèce de petite régulation sociale du truc. TikTok sur une télé dans le salon, ça marcherait pas. Parce qu'après deux Ouais. heures de TikTok les uns après les autres, il y a quelqu'un qui dirait, écoute, là, faut faire autre chose, quoi. Tu vois, le problème aussi, c'est que ces écrans qui sont portables, transportables, que ce soit des tablettes ou des téléphones, des smartphones, ben, les jeunes, ils peuvent les prendre partout avec eux, ça les suit. Donc, il faut réguler, en fait, ce temps passé sur les écrans. Et puis, bah, plus les enfants sont petits, plus il faut être sévère et limitatif.
Et puis après, ben, avec les années qui passent, c'est un peu comme pour tout. Il faut leur apprendre à mener leur propre vie, à faire des choix, à de temps en temps tomber dans l'excès, dialoguer avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils vont gérer cette chose-là. Mais en général, les enfants fonctionnels, ils arrivent très bien à s'adapter. Ouais, après, c'est vrai que c'est un super outil pour entreprendre, hein. On le voit avec tous les créateurs Mhm. de contenu. T'en as qui sont devenus millionnaires avec, et puis que c'est un vrai boost ouais, pour la créativité, pour développer son business et tout. Parce que Mhm. maintenant, si tu regardes même les plus grandes marques, elles sont, que ce soit du luxe ou pas, elles sont sur TikTok, elles sont sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un multiplicateur. Et ouais, qu'est-ce que tu en penses justement de ça aussi? Enfin, Bah, je pense que c'est l'étape qui vient après le cinéma. C'est-à-dire qu'on a eu le cinéma, les grandes années de Hollywood, de Los Angeles, où en fait on avait des studios, on avait la Warner, on faisait des films, etc., etc. C'était le cinéma, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le moyen en fait de porter un discours et un rapport au monde. Disons ça comme ça. Et en fait, euh, à chaque fois que le média change, les créateurs se déplacent. En fait, avant l'invention du cinéma, il y avait déjà ces mêmes créateurs, simplement ils s'exprimaient par d'autres biais. Et je pense que le cinéma va pas disparaître, bien sûr que non. Mais on l'a vu un peu avec Netflix et les plateformes en ligne, en fait, où les séries, elles ont commencé à avoir des budgets qui sont conséquents. Donc en fait, ça transforme un petit peu la manière de faire ça. Et je pense que maintenant, le média ou le médium qui est en vogue, ce sont les réseaux sociaux. En fait, ce sont des vidéos qui ont des codes qui sont différents, qui sont en général plus courts, qui sont pas scriptés, etc., etc. Donc il y a tout un rapport, c'est un autre rapport au monde parce que le tube, si tu veux, la manière de délivrer ces informations change. Hmm. D'accord? Donc, moi, je vois ça comme le prolongement, euh, enfin, une technique nouvelle qui permet en fait des moyens d'expression différents. Et il faut simplement essayer de les comprendre, s'y accoutumer, s'y habituer, s'en méfier quand il est nécessaire et les utiliser avec grâce quand c'est possible, parce que je maintiens qu'il y a énormément de sagesse, de connaissances, de sujets intéressants à creuser sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., etc. Il y a la connaissance du monde, c'est quand même génial. Si on avait dit à ton arrière-grand-père au Moyen Âge, mec, tu vas avoir dans ta poche un petit écran, tu pourras avoir toute la connaissance du monde dans toutes les langues. Il aurait dit quoi? Il aurait dit, mais c'est une diablerie, c'est pas possible, c'est de la magie, c'est trop génial. Eh ben, Ouais. maintenant, ça c'est possible. Ben, moi, je trouve que c'est cool. Simplement, quand on a accès à tout, on a aussi accès au pire, ou on a accès à l'excès, on a accès en trop. Donc, il faut apprendre à digérer cette chose. Mais on peut faire le même argument sur des films. Un jeune de 12 ans qui regarderait 7 films dans la journée, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. D'accord? Mais on s'est habitué à ce média, alors en fait, on régule cette chose. Et justement, pour toi, tu penses que c'est la nouvelle drogue numérique ou pas? Je sais pas trop. En partie, oui. En partie, on voit qu'il y a des comportements addictifs. Mais mon intuition, c'est que c'est un transitoire. Euh, au moment de l'invention de l'imprimerie, avant l'imprimerie, en fait, les Bibles, c'était le seul livre en fait que les moines copistes copiaient. On copiait des Bibles. Bon, ça coûtait des blindes. C'était des mecs dans des couvents qui faisaient ça à l'encre avec des enluminures, etc. C'était très cher. Tout d'un coup, on développe un moyen technique en fait de fabriquer des livres en masse. Et j'ai lu l'autre jour qu'en fait, la première chose qui avait été faite, c'était d'imprimer des manuels pour expliquer comment repérer les sorcières. Alors, bon, Ok. c'était peut-être pas le truc le plus top à faire, hein, mais évidemment, ça, c'est la nature humaine. On n'y peut rien. Dès qu'il y a la possibilité, en fait, les gens le font. Puis après, il y a un habitus qui se met en place, ça se régule, et puis, ou alors c'est la loi qui le fait, mais les gens prennent aussi une certaine habitude de trier ce qu'ils vont lire. Ça viendrait à personne l'idée qu'il faudrait interdire des livres. Mais en fait, quand les gens vont acheter un livre ou qu'ils lisent un livre, ce qui doit quand même arriver de moins en moins, tu fais un choix.
Tu dis, bah, je vais lire ce livre plutôt que celui-là, tu vois. Eh ben, TikTok, c'est la même chose, faire des choix. En fait, il faut pas être l'esclave du média et il faut prendre une position critique par rapport à ça. Mais maintenant, c'est clair que ça peut faire des addictions, ça c'est sûr, ça a été montré, c'est quelque chose de connu. Mais c'est pas parce que quelque chose peut être addictif qu'il est nécessairement néfaste. Il y a des tas de choses merveilleuses dans la vie qui, en fonction de la quantité, de la fréquence ou de l'usage qu'on en fait, peuvent être néfastes ou favorables. Il faut simplement prendre une position par rapport à ça et pas se laisser manger. Donc oui, ça fait des addictions. Moi, je pense que c'est très difficile d'avoir une opinion factuelle sur les bienfaits versus les dommages que ça cause. Je ne vois pas comment on pourrait. C'est l'invention d'un monde qui va être différent, qui va être autrement. Et ben, c'est un peu les vieux cons qui disent toujours qu'avant c'était mieux. Euh, j'y crois pas. Si on se rappelle de ce qu'écrivait Michel Serres, il a écrit un ouvrage où il dit avant c'était pas mieux, moi j'y étais. Et il Excellent. raconte que, comme avant l'arrivée des frigos, la nourriture était un peu moins saine et un peu moins digeste, qu'on avait la colique. À chaque fois que les gens mangeaient quelque chose, comme les aliments étaient beaucoup moins sains, on avait très souvent des mal au ventre. Donc, c'était mieux avant, moi, j'y crois pas. Et de toute manière, on va pas y retourner. Donc, il faut être dans l'adaptation. C'est la grande force de l'humanité. Il faut pas être naïf, il faut être l'acteur de sa propre vie, il faut être l'acteur de son écosystème informationnel. Il faut avoir une colonne vertébrale, il faut faire des choix, mais il faut pas être tout le temps dans la peur non plus de ce monde nouveau en fait. On parlait avant de l'Europe et puis de comment faire en fait pour redynamiser les choses. La peur est mauvaise conseillère. C'est pas une bonne idée d'avoir uniquement peur, de dire oh mon Dieu, sauvez-nous. Il faut des lois qui nous préservent de tout. Les gens sont pas en sucre en fait. Il faut qu'ils fassent des essais et puis que courageusement ils s'adaptent et qu'ils apprennent. Et justement, pour rentrer dans le sujet du business model, ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 150 millions d'utilisateurs. Après, tu as l'Indonésie, 126 millions. En France, ils ont 20 millions, donc à peu près un tiers de la population qui utilise Hein. TikTok. Et enfin, nous, on a vraiment une grande expérience business et pour comprendre et pour évaluer comment tu arrives à faire rentrer 1,6 milliard d'utilisateurs, de clients potentiels sur ta plateforme. Et c'est mensuel, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. C'est une dinguerie d'eau. Et si tu veux, tu n'agrèges pas 1 milliard d'utilisateurs si tu fais pas quelque chose d'intéressant. Ah, c'était pas bon, c'est Hein. clair. T'as C'est beau clair. avoir solliciter la dopamine, faire de Voilà, l'hypnose et tout. c'est pas juste. Et puis, il faut aussi voir qu'en fait, Facebook et Instagram et les autres américains sont beaucoup plus gros. Hein. Pour le Et moment. c'est pas. Ouais, non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on dit qu'il faut bannir TikTok. Ouais. Mais si c'est si dangereux, les réseaux sociaux, est-ce que les vraiment gros, en fait, pourquoi on n'en parle pas? Moi, je pense que c'est cousu de fil blanc. Il s'agit d'une affaire de sous et d'influence, de qui tient le couteau par le manche. Mais c'est évident que TikTok n'a pas 1 milliard d'utilisateurs juste parce que c'est uniquement néfaste. De la même manière que le Coca-Cola, moi, je trouve ça très agréable. C'est pas, c'est une question de quantité. C'est comment tu l'utilises, c'est comment tu te positionnes par rapport à ça. Et encore une fois, je veux dire, ils ont une croissance qui est complètement hallucinante. Et c'est vrai qu'en fait, ce sont des codes, c'est un espèce de média, les réseaux sociaux, qui n'a de cesse de se réinventer parce que Facebook, c'est très différent de TikTok. Je veux dire, Facebook, tu as des posts, tu as des groupes, c'est lent, etc., etc. Tandis que TikTok, ben voilà, c'est des tas de vidéos courtes, il y a de la musique, c'est vraiment bon art. Moi, je trouve ça extrêmement agréable à utiliser et je vois pas tellement de raisons de se priver. C'est juste qu'il faut, évidemment, si quelqu'un se met à faire ça 8 heures par jour, ben, ça va pas être bien. Hein. Il y a peut-être une raison de se priver. Il y a une étude récente de Greenly qui a révélé l'ampleur de l'empreinte carbone générée par les clics, les likes et les vidéos. Et puis, apparemment, TikTok pollue 7 fois plus que YouTube, que sur une vidéo de YouTube. Alors,
J'ai Ceux qui sont j'ai intéressés regardé par la... cette étude. J'ai pas trouvé en fait il me semble qu'on n'a pas accès. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. S'il y a un auditeur qui l'a, je regarderai avec plaisir. Mais euh, de nouveau, qui crée qu'en fait, regarde la concordance des temps. Comme par hasard, maintenant qu'on va faire payer une taxe à TikTok, on dit qu'en fait, c'est 7 fois pire du point de vue environnemental. D'où ça sort, comment ça a été fait, quelle méthodologie a été utilisée, comment est-ce qu'ils comparent, aucune idée. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Donc, je m'en méfie, mais alors, euh, ça vaut rien. Ce d'autant plus qu'en fait, ce greenwashing qui consiste à dire on va aller planter des arbres parce qu'en fait, on compense le CO2 émis. Jean Covici l'explique très bien. En fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Parce qu'on compare un stock et un flux. Enfin bref, je ne veux pas refaire son explication qui est meilleure que celle que je pourrais donner. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois déjà pas trop à l'évaluation de la verdeur d'un réseau social. Déjà ça, j'ai d'immenses doutes. C'est Churchill qui disait, je crois qu'aux statistiques que j'ai trafiquées moi-même. Alors là, quand il s'agit de mesurer l'impact écologique, c'est vraiment un domaine qui est difficile et délicat. Il y a énormément de bullshit et de greenwashing. Donc déjà là, pour une société, on peut tout de suite s'en méfier. Mais alors maintenant, quand comme par hasard, on vient expliquer que TikTok, c'est 7 fois pire que tous les autres, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'y crois pas. J'y crois pas. Non. On pourra essayer de te challenger, Pascal. Mhm. On a pas mal de gens qui sont dans la durabilité autour de nous et on verra. Donc pour toi, c'est pas un argument qui te ferait priver Non, mais sans C'est, preuve. c'est, c'est-à-dire, c'est une question de rapport au réel. Le fait que quelqu'un titre que TikTok est 7 fois pire, c'est un petit peu comme si je te disais que, je sais pas, euh, euh, ma grand-mère, elle peut voler. Bon, j'ai dit un truc, ça vaut rien. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport au réel. C'est pas, si on est dans une fable ou dans un roman, peut-être que c'est intéressant, mais là, en fait, on parle du réel. Alors, si quelqu'un arrive à montrer pourquoi, comment ils ont raisonné pour faire une étude pareille, j'en serais très curieux. Parce que pour pouvoir dire que TikTok est 7 fois pire que YouTube, il faut une évaluation raisonnable des émissions de CO2 de YouTube et une émission raisonnable des émissions de CO2 de TikTok. Alors, c'est déjà deux dossiers qui sont tout à fait complexes à mener à bien. Il faut comparer des pommes et des pommes. Tu peux pas simplement dire oh bah il y a plus de vidéos sur TikTok, donc allez règle de 3, donc c'est 7 fois pire. De mon point de vue, consommer des vidéos à journée faite, c'est sûr que ça consomme et que ça a un impact environnemental, énergétique, mais environnemental at large, qui est plus important que de lire un livre. Ça, je pense que c'est une affirmation qu'on peut faire. Sauf d'autant plus qu'un livre, tu peux le passer à ton voisin, qui peut lui-même le relire, etc., etc. Mais ceci dit, est-ce qu'on va revenir à la calèche et aux chevaux parce que les voitures, ça pollue plus que les chevaux? J'en doute fort. Donc en fait, c'est encore une fois, je trouve étonnant en fait que le sujet soit mis maintenant sur la table alors qu'en fait, on est en train d'essayer de forcer la vente de TikTok à un acteur américain. Pour toi, c'est ça, hein, c'est du bashing, quoi. Derrière, il y a une grosse pression Ben, dessus. je ne crois pas du tout à ce greenwashing pour. Je crois que c'était EasyJet ou un autre, mais il y a une compagnie aérienne qui disait qu'ils étaient neutres en carbone, Oui, 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 oui. Oui, oui, ouais, tu t'en as sais. plein, et puis ils font du carbone offset, comme tu disais avant. Et Ouais. Donc, ils ont été condamnés, hein, si je me trompe pas. je pense, hein, bah, de toute façon, Ouais. t'as plein de grosses boîtes qu'on nommera pas qui ont une certification qui commence par une lettre et puis, enfin, une certification pour ne pas dire B Corp et qui sont pas du tout, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Non, non, mais alors, Bicorp, ça peut avoir ses vertus. Je veux dire, c'est déjà mieux d'essayer de compter que de s'en ficher complètement. C'est pas ça. Mais si tu veux, l'évaluation de l'impact environnemental d'un business ou d'une société, good luck. C'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, en fait, si maintenant on veut comparer deux sociétés, ça veut dire qu'on compare
deux, deux YouTube et puis évaluations qui ont elles-mêmes chacune une marge d'erreur qui, à mon avis, est assez importante parce que ça dépend beaucoup des prémices de l'étude et de comment tu comptes. Donc, si tout d'un coup, au moment où en fait TikTok se fait attaquer de tous les côtés, parce qu'il faut qu'ils passent en main américaine, on nous explique qu'en plus ils sont pas vertueux du point de vue écologique. Je note simplement la concordance des temps et puis le fait que ça sert le propos. Ça veut pas dire que peut-être que TikTok est pire. Et je n'en sais rien, mais ouais. pour pouvoir affirmer que c'est mieux ou moins bien, en fait, il faut avoir des données dont on dispose pas. Et moi, sur le lien que tu m'as partagé, j'ai pas vu de description de la démarche qui avait été menée. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'un site internet titre que TikTok est 7 fois pire que c'est vrai. La seule chose que ça nous dit qu'en fait, ce site internet a dit que TikTok c'était 7 fois pire. Mais bon, Ok. tu Ok. vois. And so what? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Faut pas tout prendre pour argent comptant. J'aimerais faire une petite parenthèse aussi, vu qu'on est sur les réseaux sociaux, sur l'histoire d'Elon Musk avec X qui est en train d'essayer d'influencer les élections en Allemagne. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir ça. Apparemment, il est en train de soutenir l'extrême droite, il me semble. Écoute, j'ai pas suivi cette affaire. Je dois dire que je sais pas si c'est un fait réel. Enfin, tu vois, si c'est vraiment ça ou si c'est simplement une impression qu'on monte en épingle parce qu'il est aussi très attaqué Ouais. pour d'évidentes raisons. Donc, je sais pas du tout si c'est du PR négatif pour essayer de lui souffler dans les bronches et de lui faire du headwind et de l'empêcher tu vois, de diminuer un petit peu son influence ou si c'est réel. Je sais pas. J'ai pas suivi l'affaire. Toi, t'as regardé? J'ai regardé un petit peu et c'est vrai que la première chose qui me saute aux yeux quand j'utilise X, et ça fait pas longtemps Mhm. que je suis sur la plateforme, mais vraiment j'utilise très rarement, je me suis pas encore fait, c'est que les premiers posts, je crois que j'ai 4 ou 5 posts dans mon feed, quoi, dans mon actualité qui viennent d'Elon Musk, tu vois. J'ai l'impression Bon, tu vois, les il premières est hyper choses. intéressant à suivre, hein. C'est un des plus gros comptes. Il est bonnard. Mais dans X, tu peux choisir, en fait. Moi, je trouve très intéressant X parce que ça permet, en fait, il y a significativement moins d'utilisateurs que sur Facebook ou les autres, Ouais. mais il y a beaucoup de gens très intéressants. Donc, en Mm. fait, si tu suis, en fait, des gens que tu juges intéressants ou que tu juges pas intéressants, puis tu veux justement savoir ce qu'ils disent, parce qu'il faut aussi s'intéresser au point de vue qu'on combat ou qu'on n'appuie pas forcément. Alors, tu peux suivre des gens et essayer de voir ce qu'ils disent de l'actualité. Moi, il y a toute une série de gens que je suis que je trouve. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux. Suivre quelqu'un sur X, ça ne veut pas dire que tu achètes tout ce qui te dit. Hein, Ouais. c'est évident. Mais c'est un très bon moyen de se renseigner, je trouve. Et c'est aussi intéressant parce que tu peux toujours voir en fait les commentaires que font les utilisateurs par rapport à une news ou une remarque. Donc c'est non, moi je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser X et puis qu'il faut évidemment un peu mettre au pas l'algorithme en choisissant les sujets ou les personnes qu'on veut suivre. Ouais. Bon, moi, j'ai pas mal de personnes intéressantes et notamment liées au business, à la startup que tu as aux US. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai vraiment l'impression que dans mon feed, tu vois, les premières informations, c'est que du Elon Musk. Comme tu dis, il est Ouais. intéressant à suivre, mais tu te dis, est-ce que des fois, il n'est pas en train de pousser son narratif, tu vois, Oh, à tout va. oui, mais d'un autre côté, c'est évident comme le nez au milieu de la figure. Il a payé 44 milliards pour acheter X. J'espère que de Qui temps va en se temps, il faire un peut truc. pousser un poste, quoi. À ce prix-là, ça fait quand même cher du tweet, hein. Tu es d'accord? Donc, il faut pas être naïf, en fait. Bah oui, c'est lui le propriétaire de enfin, je sais pas si c'est le seul propriétaire, mais il a été aux manettes pour participer à ce rachat. Donc, évidemment que quand il dit un truc, ça arrive en haut de ton feed. Oui, en fait, on le sait. Bon, 44 milliards, tout de même, tu vois. Donc j'espère, enfin, si moi, d'aventure, j'avais payé 44 milliards pour Twitter, bah, j'espère qu'on suivrait un peu ce que je dis. Mais d'un autre côté, il faut aussi dire que c'est un des mecs les plus suivis, c'est un des plus grands entrepreneurs vivants.
c'est quand même ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promeut ou etc. Je le connais pas. J'en ai que l'image qu'on peut brosser en lisant des articles et en suivant ce qui se passe. Mais je trouve quand même que c'est un personnage qui mérite qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, à ce qu'il pense. Et ça veut pas dire qu'il dit pas des âneries, comme moi d'ailleurs. Si tu veux, les gens, je sais plus qui c'est qui disait que les seuls qui ont des mains propres, c'est les gens qui n'ont pas de mains. Donc oui, quand on prend la peine de s'exprimer et de commenter l'actualité ou divers sujets, de temps en temps on dit des bêtises, on n'a pas assez réfléchi, etc. Bon ben voilà, c'est une banalité effarante que de dire ça. Ben, bien sûr que Elon, de temps en temps, il se prend une peau de banane et qui fait des bêtises. Ça, j'en suis bien sûr. Mais moi, je maintiens. Je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire à plein d'égards. Il a un succès en tant qu'entrepreneur qui est absolument indiscutable, indéniable, ce qui est très intéressant parce qu'il est comme ça très clivant et très sharp dans ce qu'il dit. Mais je prends pas du tout tout ce qu'il affirme pour argent comptant. Et ça me semble complètement évident que quand tu es le patron d'un réseau social, ben, tes posts, ils arrivent en haut. Je suis pas sûr que quand Mark Zuckerberg sur Facebook, il poste quelque chose, ce truc soit ignoré et qu'il passe dans les poubelles de l'histoire. Avec Hein, 150 views. ouais, ça m'étonnerait un peu. Et donc si tu veux, bien sûr, et de la même manière que si tu étais l'actionnaire principal d'un grand journal papier, Avec Jeff Bezos, j'imagine. t'as vu ça ou pas? Il y a une des Mhm. journalistes qui a pas voulu, enfin qui a pas eu sa caricature de Jeff Bezos publiée, puis elle a démissionné quoi, au Ouais, Washington ouais. Post, je crois. Bah écoute, good for her, c'est bien. Elle vote avec ses pieds. De toute façon, je pense qu'en fait, ces grands journaux papier, ils ont bientôt fini de consommer le crédit social qu'ils avaient. Euh, on a déjà vu c'est plus eux qui ont fait pencher l'élection américaine. À mon avis, ce sont des C'est zombies. fini. C'est juste, ouais. Et le principe du zombie, c'est qu'en fait, il bouge encore. C'est juste lui qui sait pas qu'il est mort, tu vois. Mais on est dans cette lente dégradation des choses et je pense que ça a plus énormément d'intérêt parce qu'en fait, ils sont au clickbait comme toi et moi, comme n'importe quel canal YouTube. Ils ont besoin d'avoir des auditeurs, des gens qui cliquent, des sujets qui intéressent. Et du coup, ils sont. Ouais, je pense que c'est un truc du 20e. Et c'est là où justement ça devient un peu tricky quand tu as, enfin, un média qui est sponsorisé par un milliardaire qui a énormément de fonds et qui génère plus d'argent par des revenus. Et puis, on le voit justement avec tous ces réseaux sociaux où justement Mhm. n'importe qui peut le contrôler. Et moi, enfin, je discutais avec un ami qui va de temps en temps en Chine et qui me disait, et j'ai regardé pour confirmation sur ChatGPT, et qu'en Chine, TikTok est interdit. Et ils ont une version qui s'appelle Douyin avec du contenu qui est bien lissé, du contenu qui est bien vérifié, avec un narratif très juste. Donc, Mhm. vraiment, la version TikTok, elle est seulement Pour européenne, les autres. américaine, reste du monde. Et eux, ils ont leur propre version TikTok, quoi, enfin, qui s'appelle Douyin. Bah, ils ont besoin de contrôler le narratif. Ouais, C'est ce que je disais avant. C'est que de contrôler la story, c'est vachement important. Et à mon avis, alors je peux me tromper, mais moi, le pari que je ferais, c'est qu'en fait, tu peux pas mettre la main sur un réseau qui est décentralisé. En fait, si tu enterres TikTok, demain, tu en as un autre c'est ça va ça. pousser comme des champignons. Et du coup, en fait, il faut que les gouvernements s'habituent au fait que ce ne sont plus les vieilles structures de pouvoir top-down qui décident. C'est terminé. Euh, je, je, je le dis de manière un peu cracra et brutale, ça va prendre encore bien quelques années, mais c'est le mouvement qui est en cours. Tu contrôles pas un réseau. La mainmise en fait de l'État ou de l'Église sur le citoyen au Moyen Âge, elle était énorme. Parce que les gens ne pouvaient pas communiquer, ils pouvaient pas se mettre en réseau facilement, il n'y avait pas les moyens techniques pour le faire. Et si on part du Moyen Âge pour venir jusqu'à aujourd'hui, ben on voit qu'en fait la manière de se lier à l'autre, où qu'il soit, en tout temps et en toute heure, c'est devenu incroyablement plus facile. Et guess what, c'est ce que les gens font. Ouais. Donc en fait, les États et les journaux paniquent parce qu'en fait, contrôler le narratif, c'est de plus en plus difficile et que c'est une manière en fait de régner. C'est aussi simple que ça. Et regarde,
toi qui as eu une expérience dans la banque, quand tu travailles dans une banque, il y a un narratif. Ouais. Tu dois t'habiller d'une certaine manière, il y a une manière de parler de l'entreprise, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. C'est pas un endroit qui est neutre. Et en fait, ça choque personne parce que c'est une entreprise privée. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui impose, en fait, la manière de faire et de fonctionner. Et puis, c'est comme ça. Puis, si t'es pas content, eh ben, T'aimes tu pas t'en la vas. culture, tu te casses, ouais. Exactement. Donc, en fait, dans une entreprise, c'est comme ça, mais une entreprise, c'est OK parce que tu peux contrôler. À la fin, c'est une question de business, hein, il faut faire des ventes, mais tu peux contrôler, en fait, ce narratif. On appelle ça la culture d'entreprise ou what's your story, le why. Mais c'est exactement ça. C'est en fait le soft power appliqué à un truc privé qui s'appelle une entreprise. Maintenant, un État, c'est autre chose, hein, par nature. Je veux dire, gérer un État, c'est pas tout à fait la même chose que gérer une entreprise. Parce qu'en fait, les citoyens ont des droits. Et je pense que comme les moyens de communiquer, de se mettre en réseau, de trouver des gens qui pensent la même chose que toi ou qui pensent différemment, le fait que cette éducation, elle, sous forme digitale, elle soit maintenant disponible en masse et pour tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de contrôler en fait ce que les gens pensent, la manière dont ils proposent des aménagements de la loi, etc., etc. Le coup du mec en haut qui sait tout, ça marche plus. J'aime beaucoup ce que tu dis. Donc, du coup, je te pose naïvement cette question. Qui contrôle le narratif chez TikTok? Est-ce que c'est l'État chinois ou est-ce que c'est les fondateurs ou est-ce que… Qu'est-ce que C'est tu en penses? les dollars. Comment C'est les ça? dollars. C'est les dollars. C'est-à-dire que ce qui contrôle le narratif, c'est ce qui va être le plus cliqué. C'est ce qui marche, c'est ce qui permet de revendre des pubs. C'est une entreprise qui veut faire du profit. Tu penses pas qu'il y a des idées qui sont des idéologies qui peuvent être poussées? Ouais, mais c'est à la marge. C'est comme si tu recevais un flyer dans ta boîte. Ça t'arrive jamais de recevoir des flyers dans ta boîte aux lettres pour te dire de voter telle et telle chose à la prochaine Ouais, votation suisse? oui, Bon, oui. t'en fais quoi? Si t'as une cheminée, tu fais du feu. Non, mais t'es d'accord? Ouais. En fait, si c'est une idée un peu stupide qu'on te présente, ben tu dis, bah voilà, poubelle, ça m'intéresse pas. Donc, je pense que on sous-estime de beaucoup la puissance de l'argent Hmm. et on croit toujours qu'il y a des gens tout en haut qui ont comme ça un plan. J'y crois pas une seconde. Il n'y a pas de mec, il n'y a pas de pilote dans l'avion, si tu veux. Ce qui pilote, c'est le capitalisme, c'est le nombre de vues, de clics et de dollars sonnants et trébuchants que ça rapporte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui essayent de promouvoir des vidéos qui ont une vue idéologique pour faire ceci ou cela. Bien entendu que ça existe. Mais c'est la même chose que quand tu reçois un tout ménage dans ta boîte aux lettres qui te dit qu'il faut voter telle et telle chose pour l'augmentation, je sais pas, l'aménagement des autoroutes ou que sais-je. C'est Ouais, exactement la même chose. Tu vois, donc y a des gens en fait qui, les complots, ça existe. Il y a des tas de gens qui complotent, mais la grande majorité du temps, ça marche simplement pas. C'est aussi simple que ça. Parce que il faut mettre en pratique. Pour qu'un complot réussisse, il faut arriver à le faire dans la vraie vie. Donc, oui, il y a certainement des gens chez TikTok qui essayent de contrôler le narratif, ça c'est clair, mais c'est pas si facile. Je pense que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit parce qu'en fait, ça reste une société capitaliste qui essaye de faire du profit. Enfin, c'est l'objectif principal. Là où c'est intéressant pour un État, c'est qu'en fait, tu peux récupérer les données pour savoir qui regarde quoi, qui est hmm. en lien avec qui influence qui et à quel moment. Ça, c'est un truc puissant. D'ailleurs, on le voit dans un pays, dès qu'il y a un peu une révolte, tchac, ça coupe les réseaux sociaux, Facebook, c'est terminé, Twitter, c'est terminé, TikTok, c'est terminé, parce que c'est une manière de se mettre en lien, tu vois. Ouais. C'est pas pour rien. Dès que c'est trop phosphorant ou trop brownien, ben on dit on coupe et on reprend la main. Mais s'ils arrivaient à contrôler le narratif, ils n'auraient pas besoin de couper les réseaux sociaux quand il y a des. D'ailleurs, c'est arrivé, je crois, en Nouvelle-Calédonie. C'est Il possible, me ouais. semble. Il me C'est semble possible. que Mais il y a ça eu. arrivait souvent, je crois, aussi en Ouais, Amérique latine et tout. eh oui. Bah, justement, ils ont essayé de faire bannir Twitter, enfin X. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis et ça me fait penser où si tu veux aussi manipuler, bah, ça va être une plateforme pour plus les créateurs, quoi. Des individus qui vont se créer leur Hum, communauté, qui ouais. vont voilà, pousser Puis, pousser leurs idées.
Mais oui, et puis si tu veux, si mettons, t'as un canal Telegram, YouTube ou une chaîne TikTok, si tu fais 10 vues par mois, ok, tu influences, tu es hyper sophistiqué, tu pousses un message, mais à 10 vues par mois, il ne se passe rien, tu vois, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour pouvoir faire des vues, en fait, il faut que ça intéresse des gens. D'accord. Mm. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que l'État chinois, ils ont une autre version de TikTok. C'est que il y a un TikTok auquel nous on a accès, qui est un peu plus addictif et qui est un peu plus rigolo. Et puis après, il y a un TikTok contrôlé. Mais je crois pas du tout, si tu veux, que ça va résister au temps et que c'est fondamentalement cette technologie décentralisée, en fait, elle permet pas la maîtrise centralisée. C'est comme ça. Donc, je pense que c'est simplement le vieux réflexe. Imagine, par exemple, en Suisse, en Valais, il y avait le Nouvelliste qui était un petit peu l'organe du Parti démocrate chrétien. On peut dire que ça, c'est en train de gentiment passer aux oubliettes. Ou je sais pas, imaginons à Paris l'influence du Monde, qui devait être considérable, qu'il est probablement encore. Mais maintenant, en fait, c'est passé en main privée. On voit bien que c'est pas non plus un média qui est si neutre que ça. Ben oui, alors comment tu fais? Est-ce que tu deviens la feuille officielle d'un parti pris du propriétaire, ou bien est-ce que tu fournis une information diverse, critique, basée sur les faits, ou au moins tu sépares l'opinion des faits, puis là, tu as plus de lecteurs, tu vois? Donc en fait, un média qui est trop orienté, en fait, il perd toute pertinence parce que plus personne ne le consomme. D'ailleurs, il y a C'est plutôt. Christophe Constantine, c'est un YouTuber américain qui a vécu en Union soviétique, et puis il raconte très bien, ou Matt Taibbi l'explique aussi très bien, il dit, bah, en Union soviétique, on savait en fait que c'était de la propagande. Pas quand on croire que les gens sont naïfs à ce point-là. Tu sais, puis tu dis, ah oui, oui, dada, bien sûr, c'est comme ça, on pense absolument comme il faut. Ça résiste pas au temps, ça fonctionne pas. Ouais, et je suis d'accord avec toi, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont du plomb dans l'aile, hein, enfin, les journaux traditionnels. C'est sûr. Quand il y a qu'un son de cloche, ça intéresse plus l'autre partie, Ah, puis quoi. alors, pour leur donner un peu d'espoir, moi je pense qu'une des choses que je souhaiterais voir dans les journaux qu'on voit très peu, c'est d'avoir et c'est beaucoup plus le cas dans les médias anglo-saxons, c'est d'avoir un distinguo très net entre les faits et les opinions. Pas confondre les deux. C'est-à-dire que je trouverais ultra intéressant d'avoir un grand média avec des journalistes d'investigation, des gens qui vont sur le terrain, qui vont vérifier l'information, mais qui présentent les faits. Tu vois, Ouais. quels sont les faits? Et ça, en fait, c'est tout l'intérêt d'un média de journalistes professionnels. Mais maintenant, les journalistes, en fait, ça se démocratise. Les gens deviennent journalistes. D'ailleurs, dans le matin.ch, tu as les photos envoyées par les auditeurs, etc., pour faire du reporting sur un accident de voiture, un incendie, ou je ne sais quel événement. Alors, quand il n'y a pas besoin d'avoir un parti pris ou d'enquêter, c'est OK. Mais on note quand même une récession du journalisme d'investigation, et c'est bien dommage. Mais c'est parce qu'ils ont perdu leur modèle économique, et maintenant, les journalistes, ils vont sur les plateformes digitales. Encore une fois, à titre d'exemple, Matt Taibbi, qui est sur Substack, qui a un channel YouTube, il fait un commentaire de l'actualité tous les lundis. C'est absolument délicieux. Alors bon, c'est uniquement en anglais, OK, mais c'est vraiment d'une superbe qualité. Et voilà, c'est simplement le monde qui change, c'est le média, et il faut s'adapter. C'est la technologie qui change. Et je crois que les structures de pouvoir, elles sont un peu vénères, parce que c'est pas facile de mettre la main dessus. Et ça énerve. Ben, c'est même pas forcément que la technologie, c'est aussi tout le business model. Parce que si tu regardes, Mhm, tu parlais des anciens journaux, bah, c'est eux qui créent le contenu. Là, tu as un TikTok, tu as un YouTube, tu as Instagram, ils créent zéro contenu. Et c'est mhm. nous qui sommes là en train de créer le contenu parce qu'il y a un reach qui est absolument considérable. Donc, le Ouais. fait même des personnes que tu embauches, bah, chez TikTok, tu vas avoir des ingénieurs, des full stack, des mecs qui sont super bons en IA, etc. Et puis, sur des journaux traditionnels, eh ben, tu as un rédacteur en chef, tu as un journaliste. Mhm. Non, c'est certain. Si tu veux, mais au départ, c'est parce que tu as une technologie qui est différente, qui après
transforme la chaîne de valeur. Il faut pas oublier non plus qu'en fait, si tu penses à la télévision, je sais pas, tu te rappelles peut-être de Michel Drucker, je sais plus comment s'appelait son émission le samedi soir, mais enfin bon, les gens 20 heures vissaient à la télévision, essayaient de savoir ce qui se passait dans le monde de la chanson. Ben voilà, c'était une contrainte technologique qui faisait qu'en fait, c'était diffusé en direct, que de regarder ça en différé, c'était une galère. Il fallait enregistrer ça sur une cassette. Oh mon Dieu, c'est très compliqué. Donc en fait, la technologie a changé, ce qui fait qu'en fait, les modèles d'affaires s'adaptent, mais surtout les moyens de contrôler ce récit sont fondamentalement différents. Et un réseau, c'est infiniment plus difficile à contrôler qu'un média, une télévision ou un journal. Et il n'y a pas si longtemps, par exemple, en France, ben, la télévision d'État, c'était quand même un truc assez contrôlé. Hein. On fait comme si on vivait de tout temps dans une société totalement libre, au discours débridé et plein de liberté. Je suis pas si sûr que ce soit vrai. Ça a été peut-être plus vrai entre les années, mettons, 70 et 2010, mais il me semble que maintenant, on passe à une autre étape et que ma foi, bah, il faut que les citoyens ils se renseignent pour ça, Matt Taibbi, apprenez l'anglais, écoutez ce mec, il est super intéressant. Il y en a certainement des tas d'autres en France, et s'ils n'ont pas encore émergé, ils vont émerger. Et c'est simplement une manière de réinventer le journalisme. Ça ne dénie rien ça n'enlève rien aux grands journalistes qui étaient dans les journaux, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans un journal papier édité chaque jour qu'en fait ce qu'on dit n'a aucune valeur. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pascal, sur TikTok, les réseaux sociaux, la Ben, manipulation? pour tous les auditeurs en fait qui n'ont jamais utilisé TikTok, allez voir, vous n'allez pas en mourir. Moi, je pense qu'il doit y en avoir très peu. Hein. Ça sera plus les anciennes générations, dont moi. Enfin, j'ai déjà utilisé, mais je n'ai pas l'application, non. Il faut y Perso. aller. Jeunesse, faut faire un effort. Ah, c'est une question de temps après. Ouais, Tu vois, ça je suis d'accord. ça pompe quand même pas mal de temps entre le Mhm. contenu que nous, on C'est regarde vrai, par défaut sur YouTube, les vidéos, c'est vrai. l'actualité et tout. J'aurais du mal à gérer. Et c'est pareil pour Instagram aussi. Donc, moi, je vais dire mon contenu et ma plateforme de prédilection, c'est YouTube Ah, moi pour le aussi. moment. Ouais, ouais. Non, non, c'est ce que je préfère aussi. C'est là qu'il y a le meilleur contenu, de mon point de vue. C'est vrai. Pascal, je te remercie. J'étais ravi de te retrouver et puis je te Moi dis à très aussi. bientôt. À très bientôt, Younes. Ciao, Ciao. ciao.